aussitôt, dès le départ, ça a fait des flamèches en disant, nous, on est fiers de cet aspect-là. Oui, on fait beaucoup d'insertion de personnes marginalisées. Oui, on est beaucoup dans l'employabilité. Oui, on est beaucoup dans tout ce qui est le grand chapeau de la lutte à la pauvreté. Mais on ne fait pas que ça. On fait du développement économique, on crée des emplois qui sont durables et pas seulement dans des programmes d'insertion. D'où l'idée qu'on s'est battu à l'époque pour justement devenir un chantier économique. Bon, ils ont ajouté chantier économie sociale, ça commençait à revenir à la mode, le thème, et avec le temps, le petit chantier dans le cadre du sommet est devenu le grand chantier, avec un grand C plutôt, pour lequel je travaille, donc une organisation autonome. Si on est né il y a 20 ans, c'est pas de 20 ans que ça existe, je vous l'ai dit tantôt, ça fait plus de 100 ans que l'économie sociale existe. Les coopératives, il y en avait déjà au tournant du siècle, au 19e, au tournant 19-20e. Il y avait des mutuelles qui se sont développées. Le milieu communautaire au Québec est développé depuis très longtemps. Fait que c'est pas quelque chose de neuf. Par contre, le chantier de l'économie sociale, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'en se mettant sur pied, c'est dit, on va se donner les moyens pour aller plus loin. Il y a plein de belles initiatives. Il y a des gens qui ont des besoins particuliers. Tantôt parce qu'ils sont dans un organisme communautaire, ils donnent des services à la petite enfance. Tantôt parce que ce sont des personnes immigrantes puis ils ne trouvent pas les services à leurs besoins. Tantôt parce que c'est des femmes puis ils veulent accéder au marché du travail puis les structures leur rendent ça difficile. Tantôt parce qu'il y a des gens qui remettent en question la manière de faire des choses dans l'économie traditionnelle. Tantôt, c'était pour l'environnement. On pourrait continuer comme ça longtemps, là. Les gens étaient portés par des aspirations sociales au sens très large, et ne trouvaient pas les outils pour démarrer. Je le disais tantôt, quand on a un projet social et qu'on se présente à la Banque nationale, pas nécessairement facile de le faire financer. C'est pas nécessairement facile même de trouver une oreille attentive qui comprend ce qu'on fait. Souvent, ce qu'ils vont nous demander, c'est bon, as-tu tes états financiers? C'est quoi le bilan? Puis là, ils vont réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de profits qui se dégagent. Ou encore pire, on ne se rendra même pas au bilan. Puis là, ils vont dire non, ça ne fonctionne pas. Ton objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est de donner un service. C'est pas comme ça qu'une entreprise fonctionne. D'abord, tu développes un marché pour réussir à faire du profit. Puis une fois que tu fais du profit, bien, tu grossis, puis ainsi de suite. Donc, notre première constatation, c'est qu'il nous manque d'outils. Si on veut développer l'économie sociale, on va devoir se doter d'outils structurants. Et malheureusement, on vit quand même dans le monde dans lequel on vit. Puis je pense que ça a été la plus belle intuition du chantier, c'est d'être réaliste. Le premier outil qu'on va se doter, c'est un outil financier. On doit trouver des façons de financer le développement des entreprises d'économie sociale. J'y reviendrai. On doit aussi, promouvoir, je vais lâcher, je vous en parle. C'est ce qu'on fait depuis toujours. On doit aussi travailler en mode co-construction de politique publique. Un des enjeux qu'on a, c'est que les politiques publiques, on a beau élire des représentants à l'Assemblée nationale, la formule traditionnelle pour que ce soit des programmes d'intégration, des programmes de développement, de subvention, c'est que les acteurs politiques se réunissent et concoctent des lois qui sont censées répondre à nos besoins. Là où les acteurs de l'économie sociale ont en quelque sorte innové, c'est de dire non, dans notre secteur, quand on va développer des programmes, que ce soit dans le secteur de l'insertion, dans le secteur de l'habitation, le programme Axélogie par exemple, dans l'aide à domicile, dans les CPE, c'est-à-dire on va s'asseoir à la même table, puis on va discuter ensemble. Vous ne pouvez pas élaborer des politiques tout seul de votre côté. On doit trouver une façon de répondre à un besoin en échangeant ensemble. Sans quoi, la politique ne sera pas adaptée et ne répondra pas à nos besoins. Autre élément, je dirais, innovateur, le chantier dès le départ, et c'est quelque chose qui, je dirais, se reflète dans toutes ces structures. Le chantier dès le départ s'est dit... j'arrive jamais à prononcer le mot. On va mettre en place un principe de subsidiarité. Un beau mot pour dire, celui qui fait le meilleur job, laissons-le faire. Si au niveau local, on peut exercer l'activité qui correspond le mieux au niveau local, laissons-la là. Si ça prend une activité qui est au niveau régional, bien, amenons-la au niveau régional. Puis si ça prend quelque chose au niveau national, amenons-le au niveau national. Mais pour faire ça, ça veut dire qu'on devait avoir des instances, on devait avoir des partenaires, on devait avoir des entrées dans toutes les régions. C'est la raison pour laquelle on s'est créé les 22 pôles d'économie sociale. La seule raison pour laquelle on a plus de pôles que de régions au Québec, c'est il y en a une qui est satanément grande en termes de secteur, qui est la Montérégie. C'est très, très large. Et les autres, c'est pour reconnaître la contribution et la part spécifique des Premières Nations.
Donc, on a un pôle qui est Première Nation, un pôle qui est territoire inuit, puis un pôle qui est le très grand nord du Québec, donc qui reconnaît la spécificité de ces communautés-là au développement du Québec, puis qui voulait aussi leur donner l'occasion de se développer des outils structurants. Quand je parle d'outils structurants, je me suis posé la question, je mets-tu des diapos pour chacun des outils? Je pense qu'on arrêtait là jusqu'à demain, très sérieusement. Mais je voulais quand même vous les présenter parce qu'il y en a des outils qui sont fondamentaux dedans. Le premier qu'on s'est doté, c'est tellement tactile que juste le mouvement le fait changer. Le premier outil qu'on s'est donné, puis ça, c'est tous des outils que directement, parfois sur la base même du chantier, l'essentiel, c'est le chantier qui a été le premier initiateur, sinon parfois l'unique, celui qui a rassemblé, mais sinon, en collaboration avec des partenaires, c'est des outils qui sont issus des travaux ou des partenariats autour du chantier. Le premier, le RISC, le Réseau d'investissement social du Québec. Dès 1998, 2 ans après le forum, le sommet que je vous disais, on se donne un premier outil financier qui vise d'abord soyons francs, là, relativement des petits projets. C'est des outils qui, avec le temps, se sont diversifiés, mais qui, pour l'instant, offrent des fonds. Puis ça, c'est intéressant. Je ne me rappelle plus qui pensait à démarrer une entreprise, mais donnent des fonds, entre autres, pour du pré-démarrage. C'est ce qui est absolument inexistant dans des banques traditionnelles. Que par pré-démarrage, vous comprenez que c'est avant même qu'on arrive à l'étape de démarrer un projet. Donc, c'est toute l'étape pour amener un projet à vivre. Trouver la formule, faire des petites études, mobiliser des partenaires, fignoler le projet et ainsi de suite. Des fonds aussi qui permettent d'aller jusqu'à 100 000 dans certains cas, qui donnent de l'aide technique, qui permettent aussi différentes autres approches. Mais surtout, c'est une organisation, le Réseau d'investissement Québec, qui, dès le départ, se donne un guide. Bien, au départ, c'est un peu informel, tranquillement, pas vite, ça va se formaliser, mais se donne un guide d'analyse qui permet de comprendre ce que c'est qu'une entreprise d'économie sociale, qui permet de comprendre comment un besoin social peut se transformer en une entreprise. Comment on doit analyser ça pour comprendre que c'est rentable, que c'est pas parce que la ligne profit n'est pas très élevée que le projet va mourir. Comment on peut investir? Quand on parle des grands fonds qui sont dans le capital de risque, il n'y a pas plus risqué que ce capital-là au départ. Mais avec le temps, on s'est aperçu que c'est exactement l'inverse. Dans le portefeuille d'Emploi Québec, d'Investissement Québec, la grosse boîte au gouvernement du Québec là, qui investit dans le développement économique, le portefeuille qui a le meilleur taux de remboursement, c'est le portefeuille d'économie sociale. Ce sont de bons payeurs. Donc, avec les années, la méthode qu'on a développée a prouvé que quand on développe une entreprise dans une communauté, qu'on répond aux besoins de la communauté, non seulement on survit, mais on dégage ce qu'il faut pour payer nos dettes. On est de bons payeurs. Par contre, le risque était dans des limites trop petites. Tantôt, on parlait de projets d'immobilisation. Le risque ne peut pas aider à acheter une bâtisse. Les fonds, ce n'était pas suffisant. La fiducie du chantier de l'économie sociale a été mise. On a mis, tout d'un coup, j'ai un doute, 2006, en tout cas, quelque chose comme ça. On a développé la fiducie de l'économie sociale pour justement augmenter le niveau de prêt qu'on pouvait offrir pour développer des plus gros projets. Une autre innovation, parce que là, on se demandait, oui, mais un des enjeux, ce qu'on souhaite au fond, là, puis là, on n'y est pas encore arrivé, c'est de trouver une façon d'investir dans des entreprises d'économie sociale, dans toutes sortes de projets, là, les petits comme les grands, et que, idéalement, l'argent reste là. C'est ça qu'on voudrait. Tu sais, on voudrait qu'un peu comme la bourse, là, mais qu'on ait une bourse d'économie sociale, puis qu'on puisse avoir des investisseurs, puis que l'argent reste là, puis l'investisseur peut rouler. On n'a pas encore trouvé la formule, là, vous devinez que Autorité des marchés financiers et autres, c'est assez complexe, mais une des formules qu'on avait trouvées, c'est l'idée du capital patient. C'est un beau thème pour dire, on va vous prêter de l'argent pour un projet, mais pendant les 15 premières années, vous allez nous rembourser uniquement les intérêts, vous aurez congé de remboursement sur le capital. Fait qu'à chaque année, vous allez avoir des marges de manœuvre plus grandes pour vous développer. Puis au bout de 15 ans, quand vous allez avoir à nous rembourser, bien, en théorie, votre entreprise va avoir augmenté son chiffre d'affaires, va avoir un volume beaucoup plus important. Donc, le remboursement de votre dette va avoir un poids beaucoup plus petit sur l'ensemble de vos opérations. Il y en a qui nous disent, oui, mais en bout de ligne, on paye plus cher, on paye plus sur le volume. Oui, c'est vrai.
Mais l'entreprise d'économie sociale appartient à personne. Donc, personne ne perd quoi que ce soit dans ses poches. Et pendant 15 ans, ça donne la chance au projet de se développer, de mieux répondre aux besoins, d'atteindre un niveau de rentabilité efficace. C'est très, je ne suis pas un spécialiste économique, là, mais c'est très efficace pour vraiment pouvoir donner un air d'aller. L'autre chose qui est très particulier, puis là, je viens sur les questions d'entrepreneuriat, c'est quand on fait financer un projet au risque ou à la fiducie, il n'y a pas de mise de fonds individuelle. Des travailleurs qui veulent partir une entreprise sous forme d'OBNL ou sous forme de coopérative n'ont pas engagé leurs propres fonds. Contrairement au privé où on sort une coupe de piastres puis on met ça en garantie, les entreprises d'économie sociale ne le font pas. L'un des rôles du risque et de la fiducie, c'est quand ils investissent dans un projet, justement, vont jouer à la fois un effet de levier. Fait que s'ils vous prêtent, ça permet là, tout d'un coup, là, les banques nationales et autres de ce monde ou Investissement Québec commencent à dire « Ah, bien là, c'est intéressant parce que la partie risque, c'est eux autres qui l'ont pris. » Nous, on va arriver avec d'autres produits financiers moins risqués puis qui vont compléter. Donc, déjà, ça, c'est assez intéressant. Puis, en plus, ce que ça va faire, c'est, dès le départ, ça va donner une espèce de, entre guillemets, de crédibilité, de réseau au projet qui permet justement de le développer, d'asseoir sa solidité financière. On s'est développé des outils financiers, puis il y en avait déjà d'autres. On a convaincu des FTQ et autres de ce monde de faire des produits qui correspondaient aussi ou qui investissaient en économie sociale, parfois avec des succès inégaux. Mais quand même, sur le plan financier, on a commencé à avancer, même si ce n'est pas terminé. Ensuite de ça, on s'est doté, puis là, c'est de façon inégale, mais bon, je vais oublier celui du milieu. C'est un grand forum international qu'on a organisé, mais peut-être juste pour vous dire que dès le départ, on avait comme idée que si on développe l'économie sociale au Québec, on ne pourra pas en faire une transformation économique si on ne s'accroche pas avec des partenaires partout sur la planète. Le chantier, quotidiennement, travaille avec ONU, OCDE, en tout cas, toutes les grandes organisations internationales, parce que ça ne peut pas être un projet uniquement québécois. On a tellement bien scoré qu'on est reconnu comme étant le haut lieu de l'économie sociale à travers la planète. Il n'y a pas une semaine, là, sincèrement, là, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une délégation étrangère qui vient au Québec puis vient directement dans nos bureaux au chantier pour voir ce qu'on a fait. Quand on organisait des forums, c'est à coût de 1500, 1600 participants provenant de 65-70 pays de manière très importante. Bon, l'Afrique, bien entendu, mais une partie de l'Amérique du Sud, l'Europe, toute l'Europe, je dirais, France, Allemagne et ainsi de suite, mais de plus en plus aussi une partie de l'Asie, le GCEF, qui est le Global Social Economy Forum, ou Forum, je ne sais pas que c'est écrit, Forum mondial de l'économie sociale, c'est une organisation de la Corée du Sud qui a, avec le chantier, mis sur pied une organisation permanente pour faire des forums. Je disais que j'en parlerais pas, ça fait déjà 2 minutes. Mais ce que je voulais parler, c'est surtout les deux autres, avant de venir à la dernière ligne qui est très intéressante. Le TIES et le CITES, on n'a pas toujours le tour pour les acronymes, je vous le confesse. Le TIES pour Territoire innovant en économie sociale et solidaire, liaison et transfert. En fait, et le CITES, c'est un peu, grosso modo, l'équivalent. On a mis sur pied 2 organisations parce qu'on se disait, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est de permettre à une région ou un endroit dans le monde de profiter de l'expérience d'un autre endroit. Il y a des initiatives, il y a des projets incroyables qui émergent tantôt en Gaspésie, mais qui valent aussi pour l'Outaouais ou l'Abitibi, et ainsi de suite, dans une communauté qui peuvent valoir dans une autre. Ce sont des organisations très jeunes, donc pour quelqu'un qui est en démarrage d'entreprise, c'est pas encore parfaitement, c'est pas une bibliothèque ultra garnie, mais il y a quand même déjà des produits intéressants. Il y a des expériences. Tantôt, je parlais du soutien financier. Bien, quand on cherche de nouvelles façons de soutenir financièrement notre entreprise, bon, tous, vous l'avez sûrement entendu tôt ou tard, mais de plus en plus, on parle de sociofinancement, de nouvelles plateformes de financement. Bien, il y a des entreprises en économie sociale qui ont tenté le coup, entre autres des obligations communautaires, une nouvelle façon d'émettre des obligations et de lever des fonds. Et le TIES a produit 2 guides pour aider justement des organisations qui se diraient « Moi, je vais démarrer, mais je vais avoir besoin d'un soutien au niveau de ma communauté. Comment je fais? Comment je fais pour émettre une obligation? Comment je fais pour aller chercher du financement par le sociofinancement? » Donc, c'est ce genre d'outils-là que ces organisations-là, avec le temps, vont développer
pour éviter que des nouveaux projets aient à réinventer la roue et à apprendre par échec-erreur à chaque fois. Donc, vraiment des outils qui permettent de profiter des bons coups. CITES, c'est exactement à peu de choses près, l'équivalent du TIES, mais on l'a organisé sur le plan international. Le TIES, l'objectif, c'est de transférer de Gaspé à Gatineau, disons ça comme ça, et CITES, c'est de Montréal à Séoul. Ensuite de ça, dernière étape, peut-être l'avant-dernière étape, le comité sectoriel de main-d'œuvre. Là, ça vous intéresse, j'ai laissé pour ceux qui sont en démarche d'emploi, autant pour ceux qui ont une entreprise qui voudrait avoir éventuellement un coup de pouce, j'ai laissé, ici, un dépliant. Je ne suis pas sûr que j'en ai assez pour tout le monde, mais à la limite, on pourrait les laisser chez Promis, vous pourriez les utiliser. Le comité sectoriel, c'est une organisation qui travaille, qui est dans la grande famille de Emploi Québec, Commission des partenaires du marché du travail, mais c'est quand même une organisation qui répond à une loi, pas une loi, une politique, la politique de développement sectoriel, mais qui est autonome, gérée par des partenaires du milieu. Dans ce cas-là, c'est Action communautaire et économie sociale qui se sont mis ensemble. Et l'objectif, c'est de favoriser le développement de la main-d'œuvre sur la base du partenariat. Donc, on se donne des programmes, on construit des outils de formation, mais on construit aussi des outils qui visent à développer les emplois dans les entreprises, ceux qui sont spécifiques, à faire la promotion. C'est vraiment au niveau des emplois qui développent toutes sortes de pratiques, d'outils intéressants. Je vous invite vraiment à aller voir des programmes d'apprentissage, des projets de recherche, des données sur notre main-d'œuvre, bon, et ainsi de suite. Donc, il y a le comité sectoriel qui, lui, déjà, a fêté son 20e anniversaire la semaine passée, donc c'est quand même un outil qui est un peu plus vieux. Commerce solidaire et Axelos, c'est les petits derniers. Le dernier est tellement, le Axelos est tellement petit dernier qu'il n'est pas tout à fait encore en ligne. Commerce solidaire, l'objectif, c'était de permettre aux entreprises d'économie sociale de tirer profit d'une certaine force. Donc, pour l'essentiel, c'est un regroupement d'achats. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais c'est la possibilité de regrouper, quand on a des achats similaires, de regrouper les achats pour avoir un seul fournisseur et avoir des économies d'échelle. Dans le secteur de l'alimentation, là, c'est de mémoire quelque chose comme 12, 13, 14 % d'économie. C'est quand même significatif. Quand on se met tous ensemble, on peut avoir, puis on a un rapport de force différent. Je donne toujours le même exemple. On a une entente, par exemple, avec TELUS, qui n'est pas une entreprise d'économie sociale, mais il n'y en a pas dans ce secteur-là, pour des téléphones cellulaires. Mais quand vous avez un problème avec votre téléphone cellulaire puis que vous appelez chez Bell, Vidéotron ou TELUS, le service est ce qu'il est, puis je pense qu'il y en a des meilleurs que d'autres, mais vous avez le rapport de force que vous avez. Sauf que quand on appelle et qu'on dit « Attends une minute, par commerce solidaire, on est rendu à, je ne sais pas moi, 2000 quelques lignes », la personne qui répond à l'autre bout elle commence à écouter un petit peu plus notre message. Donc, l'idée de commerce solidaire, entre guillemets, très simplement, c'était de se donner un peu ce rapport de force-là pour permettre aux entreprises d'économie sociale de tirer profit de la solidarité puis de la masse. Donc, si jamais vous démarrez des entreprises dans toutes sortes d'achats alimentaires, produits de bureau, je pense qu'on a même un quincaillier maintenant. Il y a vraiment une très, très large gamme de produits qui peut être mutualisée et donner lieu à des économies importantes. Axelos, c'est notre dernier petit outil. On est en train de le fignoler. On devrait, en tout cas, si tout va bien, le lancer d'ici un mois et demi. Ça va être une plateforme d'achat public. C'est-à-dire, monsieur et madame tout le monde, vous dites, moi, je veux acheter solidaire. Pour moi, c'est important de choisir une entreprise qui a les valeurs que je mets de l'avant, et ainsi de suite. Donc, ça va être entre guillemets, des gros guillemets, vous allez dire, parce que pas sûr que la comparaison est bonne, mais ça va être le Amazon de l'économie sociale. Plateforme où on va voir toutes les entreprises qui sont intéressées à offrir soit leurs produits, leurs services, et où le consommateur individuel va pouvoir acheter en ligne. On s'en va vers les enjeux, puis là, tranquillement, pas vite, on va pouvoir discuter. Dans les dernières années, puis là, c'est les enjeux auxquels on fait face, puis je trouve ça intéressant parce que les discussions avec Promis s'intègrent directement dans ces enjeux-là. J'ai encore perdu des bouts.
Bon, il y a eu des gros changements en économie sociale. Très longtemps, on a eu un écosystème, le terme est chic, là, mais un système qui permettait de soutenir les entreprises. On avait ce qu'on appelait des conférences régionales des élus, les centres locaux de développement. Il y avait, au niveau de la mobilisation citoyenne, les forums jeunesse, toutes sortes de structures qui permettaient non seulement de soutenir, mais de mobiliser la population. Dans les dernières années, et sans faire de critiques plus dur qu'il ne le faut du gouvernement actuel, on a quand même mis la hache dans cet écosystème-là. Et là, on a un enjeu, comment on va soutenir, comment on peut aider des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux projets à émerger et à les emmener vers les outils que je vous ai présentés. Parce que le défi qu'il y a pour les outils financiers, c'est d'avoir des projets qui se tiennent. Pour les autres acteurs, vous devinez, il y a 7000 entreprises. Des fois, on ne peut pas répondre à tous les projets. Comment on peut s'assurer qu'on ait des structures, entre guillemets, intermédiaires qui permettent de faire la liaison puis de s'assurer? L'exemple de Promis, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des besoins d'organisations qui éventuellement ont un rôle à jouer. Et Promis rejoint des personnes immigrantes. Les personnes immigrantes ont soit des besoins d'emploi, puis ça, je pense que c'est déjà une table, entre guillemets, bien occupée, mais aussi des projets d'entrepreneuriat. Il y a des outils. Comment on peut essayer de travailler pour que tout ce monde-là trouve la solution à leurs besoins? Bien, pour ça, c'est pas dur. Il faut reconstruire, entre guillemets, l'écosystème. Il faut aussi, puis là, ça, je vais passer plus vite, mais on parle beaucoup d'innovation sociale, on parle beaucoup d'entrepreneuriat social. Je vous avoue que pour nous, on a un défi très important, c'est de se positionner. Je ne dis pas que c'est pas bon, puis tant mieux s'il y a des entrepreneurs qui se développent une fibre sociale, puis honnêtement, je le dis avec beaucoup de sincérité, là, moi, un entrepreneur qui dit « j'aimerais ça, à partir de mon entreprise, sauver le monde », parfait. Le problème qu'il y a avec la structure des entreprises privées, c'est que l'entrepreneur qui est vertueux, le jour où il vend, il n'y a rien qui garantit que le suivant sera tout aussi vertueux. Donc, on pourrait, plus ou moins, je ne vous donnerai pas mon opinion personnelle, mais aimer M. Taillefer, c'est quoi son prénom déjà? Alexandre Taillefer, qui a plein de bonnes idées, puis qu'il passe beaucoup dans les médias sur le plan de justement son engagement social. Le jour où Alexandre Taillefer lève les pattes et un autre gestionnaire arrive, il n'y a rien qui nous garantit que le même esprit va perdurer. Une entreprise d'économie sociale, ça s'inscrit dans la longévité et ce n'est pas ni délocalisable, ni transformable au sens où, justement, la mission pourrait du jour au lendemain quitter. Il y a toutes sortes de modalités, il y a toutes sortes de pare-feux qui permettent de s'inscrire dans le temps. Puis, bien, on ne se le cachera pas. Je vous dis, au-delà de ce positionnement-là, l'économie sociale, puis je regarde tous vos profils, là, puis le fait que vous soyez à Promis, on a encore beaucoup l'idée que c'est dans des démarches d'insertion, que c'est dans une démarche de réflexion sur l'engagement social, sur un aspect service aux collectivités, aux communautés. Puis c'est bien, puis je vous dis, ça nous enorgueillit là, d'être très fort dans ces secteurs-là. Mais là où on doit aujourd'hui s'inscrire, c'est dans ce qui va changer le monde demain matin. Puis ce qui va changer le monde demain matin, puis je pourrais être franc, changeait hier matin aussi, c'est les nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle qui va nous frapper en arrière de la tête ou en avant ou sur le côté ou tout en même temps, très rapidement. Comment ces technologies-là qui ont une capacité de transformation très importante de nos sociétés peuvent être mis au service des collectivités. C'est clair que c'est un enjeu, que ce soit des structures, en tout cas, que ce soit que les structures, que le modèle de l'entrepreneuriat collectif s'y investissent, trouvent leur place. Et pour ça, il va falloir que nos outils, comme je vous dis, suivent. Puis il n'y a rien comme des projets qui lèvent, des questions qui se font poser, des jeunes, entre autres, qui nous arrivent avec des propositions, qui des fois sortent un peu des cadres pour nous forcer à aller plus loin, à réfléchir et à s'inscrire dans toutes sortes de nouvelles stratégies gouvernementales, là, stratégies numériques, stratégies d'innovation sociale, et ainsi de suite. On doit trouver des points d'ancrage pour justement permettre le développement. Et le développement, j'en ai nommé quelques-uns, mais on répond beaucoup à des défis sociaux importants. La démographie, je pense, c'est peut-être celui qui nous frappe le plus dans les dernières années sur le plan des services.
parce qu'effectivement, on a une population vieillissante. Et si c'est important qu'on trouve des services pour les personnes âgées, c'est aussi important qu'on trouve des services pour les personnes âgées, mais pour les plus jeunes. Parce que sans quoi le poids repose. Donc, toute l'approche des proches aidants, tout l'enjeu, justement, du maintien à domicile, et ainsi de suite, c'est pas juste une question des personnes âgées. C'est un enjeu de société, puis il faut trouver des solutions. Donc, ça c'est un enjeu propre pas propre, mais je dirais particulièrement adapté à l'économie sociale. C'est un enjeu de société dans lequel, a priori, on n'a pas avantage à avoir une logique axée sur l'accumulation du profit, mais sur la prestation de services. Donc, le format de l'économie sociale répond particulièrement bien à ça. La lutte aux inégalités, c'est encore une évidence, malheureusement. Elle ne cesse de croître. Le développement durable, dont l'économie circulaire, mais juste de manière générale, le développement durable, encore une fois, on peut le donner aux entrepreneurs sociaux, là. Puis ils pourraient changer le monde, puis nous trouver des technologies vertes incroyables, mais il reste que les entreprises d'économie sociale sont ancrées localement. Tu sais, sont collées sur la communauté. Et quand on est collé sur la communauté, en général, on va exploiter les ressources de la communauté avec intelligence. Parce que c'est la communauté qu'on détruit si on exploite les ressources tout croche. Là où il y a des entreprises d'économie sociale qui ont pris la responsabilité de la gestion de la ressource forestière, la forêt s'est mieux portée. Là où les secteurs comme les mines et tout, on n'est pas présent. Mais je peux vous gager ma paye annuelle que si on était présent dans une mine, ce serait quand même mieux exploité. Est-ce que tout va être parfait? Sûrement pas. Mais mieux, assurément. Puis le reste, économie de partage, vous avez tous tôt ou tard entendu parler de la saga Uber qui n'a de partage que le nom, là d'ailleurs. Hein? On sait tous que les travailleurs d'Uber gagnent des salaires dérisoires. Et tout ça pour une technologie qui, honnêtement, est très simple. Il n'y a pas de raison. Il y a à Austin, au Texas, il y a une entreprise, Uber a été sacrée à la porte. Il y a une entreprise collective qui a pris le relais, qui a rapidement créé une plateforme et a réussi à répondre aux besoins, puis ainsi de suite. Le problème, c'est qu'Uber est revenu, puis là, avec des démarches concurrentielles très fortes, a fait rebaisser l'entreprise, mais ça a quand même démontré qu'on peut avoir des structures collectives qui répondent à des enjeux comme ceux-là. La relève d'entreprise, au Québec, je veux dire, depuis, en tout cas, au moins 5 à 10 ans, peut-être, probablement même, on parle beaucoup d'une pénurie éventuelle de releveurs d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de PME dont les propriétaires sont vieillissants et dont ils souhaitent vendre leur entreprise, mais pas suffisamment de gens prêts à les acquérir. Malheureusement, avec le temps, on n'a pas assez exploré la solution de la relève collective. Parce que s'il y a une entreprise qui est à vendre, il y a plusieurs façons de la racheter. On peut penser qu'on a besoin de sortir un 100 000, un 2, peu importe, mais l'acheter. Mais on peut se mettre collectivement. Puis là, ça, il y a plusieurs... J'ai vraiment un problème avec les... Il y a plusieurs solutions pour y arriver. L'OBNL, où justement le cédant, il opère un transfert vers la communauté, mais toutes sortes de formes de coopératives, les coopératives de consommateurs, où c'est vraiment le client qui achèterait éventuellement l'entreprise, les clients. Le cas le plus intéressant des derniers mois, c'est Twitter. Tout le monde connaît Twitter à peu près? Bien, Twitter, il y a un gros mouvement d'usagers qui réfléchit. Puis pas juste réfléchir anecdotiquement, ça se dit mal, ça. Pas juste réfléchir comme ça, là, mais se sont réunis, sont en train de définir une stratégie. Est-ce que ça va aboutir? On verra. Mais explore sérieusement la possibilité que les utilisateurs de Twitter rachètent l'entreprise sous forme de coopérative. Une coopérative de solidarité, là où il y a un mix à la fois des travailleurs, des utilisateurs, des personnes de la communauté. La coopérative de travail qui est la plus connue en quelque sorte dans le cas d'une relève d'entreprise, c'est-à-dire que les travailleurs se mobilisent pour racheter l'entreprise. Et la coopérative de travailleurs actionnaires, parce que ça c'est une possibilité quand les employés ne peuvent pas nécessairement racheter l'entièreté de la compagnie, mais rachètent un bloc d'actions significatif pour se donner un rapport de force, puis éventuellement même peut-être l'augmenter et prendre possession de l'entreprise. Je ne ferai pas toute la liste, parce que là, c'est mon temps qu'on doit commencer à écouler pas mal, mais je ne ferai pas toute la liste, mais les avantages d'une reprise collective sont fondamentaux.
Autant pour le cédant, c'est beaucoup plus simple. Il vend l'entreprise souvent à des gens qu'il connaît, s'assure du maintien de l'exercice des fonctions de l'entreprise. Hein. Vous seriez surpris, hein, souvent, on parle des entreprises au Québec comme le paradis de la PME. Là, on a, je ne sais pas, moi, mettons 80 des entreprises qui sont des PME. Dans la réalité, sur le plan des emplois, il y a beaucoup d'emplois qui sont dans des très grandes entreprises, mais ça ne change pas que partout au Québec et dans les villages, des petites PME, puis des fois des très petites entreprises qui vont, entre guillemets, décider du sort de la survie ou pas du village. Et si le propriétaire ne peut pas trouver la façon, il doit trouver une autre façon alternative, et l'entreprise d'économie sociale en est une. Et bon, ça simplifie, ça l'assure un passage, parce que ce que j'allais dire, en fait, puis j'ai sauté, c'est que le propriétaire d'entreprise, la petite PME, là, je veux dire, ressemble beaucoup à l'entreprise collective. Oublions la structure de financement, le profit et tout, ça c'est une chose. Mais ce qui caractérise une petite PME, c'est souvent elle connaît son territoire, le petit dépanneur du coin ou la petite épicerie, connaît ses clients, a un réseau, a une implication dans la communauté, ainsi de suite. Donc le jour où il vend son entreprise, il souhaite garder un peu cet esprit-là, pas mieux que l'entreprise collective. Pour ceux qui reprennent l'entreprise, qu'ils soient employés ou pas, bien, on achète pour l'essentiel, là, je dis ça simple, une business qui souvent est déjà en bonne santé. Donc, à partir du moment où on la connaît, on s'y investit, ça simplifie les choses. Bien entendu, bien, il y a des entreprises, il y a des avantages à la fois pour l'entreprise comme organisation aussi, pour l'économie du Québec. On n'a pas le moyen de se passer de ces entreprises-là à grande échelle, et on doit absolument trouver des solutions. Pour la suite, je vous l'ai déjà dit, il faut reconstruire l'écosystème de soutien. On doit, puis c'est un peu ce que je fais avec vous, mais c'est ce qu'on fait partout, puis je vous avoue que la question des préjugés, je ne pense pas que j'ai besoin beaucoup de combattre le préjugé ici, mais il y a des endroits comme des chambres de commerce et autres où on travaille un peu plus fort pour combattre les préjugés, mais on doit continuer non seulement sur la solidité, la taille, les secteurs, l'ampleur de l'économie sociale, on doit s'inscrire là où ça va bouger dans les prochaines années. L'autre point qui est assez important, parce que ça, on n'a pas pour l'instant beaucoup d'outils, une organisation, comme promis, je vais encore prendre cet exemple-là, a un impact sur sa communauté qui est à la fois social et économique. C'est pas juste on aide des gens, c'est qu'on les intègre dans l'économie, puis une fois qu'on les a intégrés dans l'économie, ils contribuent à l'économie. Ce qu'on a de la difficulté à faire, c'est évaluer cet impact-là, mettre des chiffres, mettre vraiment des portraits qui parlent le langage, soit des financiers, des bailleurs de fonds ou autres, pour justement rendre visible cet impact-là. Ça, on doit absolument, dans les prochaines années, se donner des outils solides là-dessus. Et l'autre chose, bien, parce que on ne s'en sortira pas. Soyons francs, là, on peut faire beaucoup d'économies sociales, mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un volume conséquent, entre guillemets, un équilibre entre les différents piliers économiques dans la société, on ne s'en sortira pas, parce que les modes de développement actuels mettre en jeu, puis on le sait, l'environnement, mettre en jeu l'égalité des chances. Et donc, en ce sens-là, si on ne transforme pas profondément notre modèle de société, on va rester avec ce diagramme-là, où 1 des capitaux du monde possèdent, 1 des personnes du monde possèdent l'ensemble à peu près des capitaux, et le 99 se répartissent le reste. Mon boss, en fait, le patron au chantier, Jean-Martin Hossan, donne souvent un exemple que je trouve excellent. Tu sais. Si on pense que c'est naturel et qu'on est prêt à l'accepter, mettez 100 loups dans une forêt et donnez le pouvoir à un seul qui contrôle toutes les ressources, les 99. Vous allez voir que l'équilibre ne sera pas long à être établi. On ne laissera pas un seul s'approprier 99 des ressources, puis que les 99 se contentent de la part congrue. Donc, il faut ramener à une autre logique économique, notre système, notre modèle de développement. Puis une chose est claire, c'est que tous les projets petits, moyens, grands d'économie sociale en font partie, parce que changent profondément la logique économique. En remettant de la démocratie au cœur des décisions, tu sais, chacun d'entre vous, personne accepterait de perdre son droit de vote demain matin, hein? De dire, moi, non, j'accepte de le donner. Pourtant, quand on est dans une entreprise, on accepte qu'on n'a pas de droit de parole ou de droit de décision dans l'entreprise privée.
Bien, je pense qu'il est temps de plus en plus à ce qu'on mette de l'avant cette notion-là d'une économie démocratique, sur laquelle on a notre droit de parole, le droit de participer aux décisions, de prendre ou de déterminer le modèle de développement. Et ça, bien, pour l'essentiel, ça passe par une économie sociale. Merci. C'est la plus courte.